Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler production audiovisuelle, qui n'est pas, contrairement aux idées reçues, l'apanage des Parisiens. Nous sommes tous de gros consommateurs de vidéos, de films, etc. On a du mal à se rendre compte de tout le travail que ça représente derrière et de tous les corps de métier auxquels on fait appel. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Arnaud Mison. Arnaud Mison, qui est fondateur de l'associé Lorbach Productions, qui a ses heures perdues également acteur, scénariste, réalisateur, producteur, etc. Arnaud Mison, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, quand j'invite une entreprise, d'abord, je me pose toujours la question du nom et de l'origine du nom. Et Lorbach, L-O-R-B-A-C Productions, je me suis fait des nœuds au cerveau pour essayer de comprendre. Et finalement, j'ai trouvé le verlan de Lorbach, c'est Cabrol. Donc, je me suis demandé s'il y avait une référence. Et costaud, très bien. Ouais, c'est la première fois qu'on pose la question. Et Cabrol, c'est quelque chose de très important parce que c'est le nom de jeune fille de ma femme, inversé. Elle s'appelle Cabrol et du coup la boîte s'appelle Lorbach. En fait, j'avais 48 heures pour créer un nom de société pour la petite anecdote et j'arrivais pas à trouver. En fait, j'arrivais pas à trouver un truc puissant. Et elle m'a dit bah écoute, mon nom inversé c'est Cabrol. Donc il n'y a pas de référence cinématographique. Aucune. Alors, je vais chercher des espérances. Il y a un acteur. Rien du tout. Il y a un acteur qui s'appelle Cabrol. Ouais, c'est je ça. pensais qu'il y avait peut-être une Ah non, rien du tout. Avant de créer cette société, c'est quoi votre parcours? On a combien de temps là devant nous? Faites court. Non, moi j'ai fait des études vraiment dans le marketing à la base. Et ensuite, j'ai travaillé en Chine, notamment en tant que chef de projet dans l'entreprise ING. Et du coup, j'avais ING, hein, pas NG. Hein. Et j'étais chef de projet là-bas à 21-22 ans, mais j'ai toujours voulu faire du cinéma. Et je crois que le cinéma, c'est vraiment la résilience. Donc, le parcours commence à partir du moment où on s'est dit qu'il fallait y aller, quoi. Et ça faisait des années que je voulais faire ça. Et vraiment, pour le coup, j'ai vraiment tout plaqué pour faire du cinéma. C'est pas une expression, j'ai vraiment tout lâché du jour au lendemain pour me dire let's go, quoi. Donc ça a été c'est un parcours très atypique pour répondre à votre question. C'est quelque chose que j'ai nourri à travers aussi plein de boulots alimentaires parce que ça marche pas comme ça. Enfin, en tout cas, moi, ça n'a pas marché comme ça d'un coup, quoi. Donc j'ai fait tous les petits boulots du monde, le soir, la nuit. Enfin, j'ai travaillé dans les usines, dans les fast-food très connus, dans les cinémas, à Pathé Vèze notamment. Et j'ai nourri ce rêve-là de devenir cinéaste, qui n'est pas encore abouti, hein, j'en suis encore au début de ma carrière. Hein. Mais en tout cas, voilà, mon parcours est très atypique, mais classique. Études supérieures, bac normal, vraiment très basique en fait. Hein. Alors vous l'avez créé quand cette entreprise? Je l'ai créé il y a 5 ans pile poil. Là, on vit les 5 ans de Lorbach cette année, donc c'était en 2018. C'était le fin février 2018, précisément. Alors, Lorbach, on y fait quoi? Parce qu'on parle de Lorbach, mais qu'est-ce que vous faites précisément? Vous avez plein de métiers dans cette entreprise. À vrai dire, on a plein de métiers, mais je dirais que la guideline, c'est un petit peu de la boîte, c'est vraiment de l'écriture à la post-production. C'est-à-dire qu'on livre des films pour nos clients, que ça soit publicitaire, institutionnel, fiction évidemment, parce que nous, on est spécialisé dans savoir raconter une histoire. Donc, même quand on va dans la pub, on essaye à chaque fois de raconter un scénario qui est original. Mais je dirais qu'est-ce qu'on fait à Lorbach pour répondre à la question? C'est véritablement livrer un film clé en main de A à Z, de l'écriture à la post-production. Et en plus, maintenant, ça se transforme en agence. Donc, on arrive à faire du RP et on arrive à développer la campagne à travers le digital. Donc, on essaye en plus de grandir là-dessus. Alors, il y a une place pour les Lyonnais dans la production audiovisuelle? Vous n'avez pas eu envie d'aller vous installer à Paris quand vous avez créé votre entreprise? Alors, j'en ai eu l'occasion. On m'a proposé à 3 reprises des propositions très claires, nettes, très précises, que j'ai refusées. J'ai tenté le coup sur une immense entreprise très connue dans l'audiovisuel en tant que scénariste. Je sais pas, la vie parisienne est un peu... j'adore y aller parce que j'y suis très régulièrement de par mes activités. Mais de là à m'y installer, je sais pas si j'y arriverai parce que ça va très vite. Déjà, je trouve qu'à Lyon, il y a une ville qui bouge bien. Mais voilà, pour répondre à votre question, je crois que non, il y a une place pour les Lyonnais. Il y a des super sociétés de production et d'audiovisuel à Lyon. Il y en a vraiment des géniales. Hein. Lorbach en fait partie, mais on a des confrères concurrents qui sont tout aussi forts et avec beaucoup de talent. Et oui, je trouve qu'il y a une place. Alors évidemment que dans le paysage, je dirais, économique de la région, à un moment donné, il y a beaucoup de boîtes de production, il y a des vidéastes aussi maintenant en indépendant, donc c'est vrai que la concurrence est dense. Mais je crois que si on arrive à être malin, si on arrive à trouver des clients un peu de partout en France, en Europe, si on arrive à diversifier son travail, je crois que si on n'est pas trop gourmand, donc de par l'intelligence, je dirais, de la trésorerie d'une boîte, je pense qu'on peut vivre. Voilà. Alors, votre entreprise, elle fait appel à plein de corps de métiers différents. Vous avez des salariés, combien?
7. 7 salariés. Ouais. Et je pense que vous faites appel à des intermittents du spectacle Oui. régulièrement. Oui. Puisque vous faites tout de A à Z, vous avez quoi comme métier qui gravite autour de votre entreprise, par exemple? Qui ne sont pas en interne. En interne ou en externe? En externe, quand le flux est trop fort, c'est-à-dire que quand en prod, on a trop de projets pour couvrir l'ensemble des gens qui travaillent chez nous, c'est-à-dire qu'on n'a plus le temps pour faire tout ce qu'il y a à faire, souvent, ce sont des cadreurs que je prends. Et là, souvent, ce sont des freelances. Il y a vraiment les cadreurs qui ont développé des micro-entreprises. Ça devient vraiment, je dirais, monnaie courante, dans le sens où il y a beaucoup de cadreurs en freelance, des monteurs aussi beaucoup, énormément. Et les gens vraiment qui ne font pas partie de l'interne et que je prends tout le temps en externe, ce sont les ingénieurs du son. Souvent, je prends des ingé son en intermittence ou en facture que je prends à côté parce que je ne peux pas les internaliser. Il y a trop peu de besoins de son en permanence. Donc ça, c'est des métiers que je prends en externe. Et puis, bien sûr, les acteurs. Enfin, les acteurs, il n'y a pas, même si on fait des blagues au bureau, je veux dire, il faut prendre les acteurs à l'extérieur. J'imagine. En 5 ans, votre entreprise a évolué comment, son chiffre d'affaires? J'ai aucune idée de ce que ça peut représenter. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça fonctionne bien. Ça a été dur. Le Covid nous a mis une tarte immense. Après, on reste petit, on est modeste, on fait un tout petit chiffre d'affaires par rapport aux mastodontes parisiens qui sont dans la publicité. Je pense à BETC ou des gens comme ça, enfin des immenses agences. On est microscopique, hein, on ne nous voit même pas. Mais on a une évolution depuis la création qui, entre le chiffre d'affaires numéro 1 et maintenant, chaque année, on fait plus 20, plus 30. Donc là, vis-à-vis du premier chiffre d'affaires, on doit être à plus 100% si on doit comparer. Donc c'est une belle évolution. Ça peut payer 7 salaires chaque mois, des charges, un loyer, l'électricité. Donc voilà, mais après, on n'est pas très gourmand aussi sur pas mal de choses. On essaie de... c'est une SAS, donc on est mandataire. Je suis mandataire social, donc je pense aussi aux dividendes qu'il pourrait y avoir. Donc je suis très peu gourmand sur les salaires. Alors vous faites notamment des films publicitaires, pas que, mais vous pouvez nous donner l'exemple d'une campagne éventuellement qui aurait marqué nos esprits? Qui ont vraiment marqué, auxquels on a gagné beaucoup de prix. Enfin, en tout cas, on a été nommé dans des prix et voilà. J'en ai fait une que j'ai adoré réaliser, qui était la campagne Révillon, les papillotes. Un, parce que j'adore manger et j'adore le chocolat. Et deux, parce qu'il y a eu un vrai travail génial avec l'équipe market, de par la création. En fait, je fais un clin d'œil aussi à la société Monet Associés qui nous a donné cette chance-là. C'est grâce à Monet Associés qu'on a pu faire cette campagne-là. Et en fait, on devait raconter l'histoire de la papillote. Et je trouve ça génial parce que du coup, on a pu raconter, de manière scénaristique, quelque chose de grand. Il y avait beaucoup de décors, beaucoup de comédiens. C'était génial. J'ai fait aussi une campagne pour l'Olympique Lyonnais, pour le réabonnement des abonnés, pour qu'on reprenne notre carte d'abonnement au stade Groupama Stadium. C'était génial parce que la contrainte, c'était, voilà, il faudrait voir un peu toute la typologie des abonnés. Donc là, j'ai filmé des seniors, j'ai filmé C'était génial, enfin, franchement, j'ai pris vraiment plaisir. C'est 2 campagnes qui ont bien marqué. Et là, dernièrement, j'ai fait la campagne Palladium, qui, j'espère, sortira bientôt. J'ai pris un plaisir monstre. On a fait ça sur 3 jours, pour seulement 30 secondes de shoot, mais c'était génial. Travailler pour Palladium, c'était extraordinaire. Alors je reviens sur la campagne Révillon que j'ai vue, qui est particulièrement esthétique, hein. Je pense que vous allez vous régaler en tournant. Un spot comme celui-ci, ça prend combien de temps pour le réaliser? On a mis 3 jours et demi. 3 jours. 3 jours pour 1 minute 21, je crois, finalement. Mais ce qui a été, je dirais, on a tourné au château de Menton à Annecy. Donc on avait vraiment une cuisine de 1800. C'était très important de rappeler en fait l'esprit en fait qu'il y avait en termes culinaires qu'il y avait à l'époque. Et donc du coup, ce qui a mis beaucoup de temps, c'est d'installer la lumière parce que c'était des vieilles boiseries. Et donc quand j'avais installé mes lumières au moment du tournage, il n'y avait pas du tout, ça reflétait pas. C'était très dur à éclairer en fait. C'était extrêmement dur à éclairer. Du coup, j'ai dû faire cramer, en termes de lumière, hein, de cinéma, attention. J'ai dû exposer très fortement le plafond pour qu'il y ait tout de suite un relais sur les... C'était très compliqué. Du coup, ça a mis beaucoup de temps de mettre ce décor. Je crois pour 15 ou 20 secondes de la pub, ça a dû mettre vraiment 9, 10 heures de travail, quoi. Donc pour 15 secondes. Donc ça a été... Oui, puis la luminosité sur le lac d'Annecy, elle évolue en fonction du reflet Ouais, sur le voilà, lac. donc c'est dur. En plus, ça tapait dans tout le château. Enfin, c'était particulier. Pour un spot comme celui-ci, vous faites tout de A à Z, c'est-à-dire y compris le scénario. Quand le client il vient vous voir, il vient avec son scénario ou c'est vous qui lui proposez quelque chose? Alors, il vient avec une idée. C'est-à-dire que là, l'idée, c'était racontez-nous l'histoire de la papillote. Donc là, pour le coup, pour Révillon, alors généralement, nous, les clients viennent vers nous en disant
vous êtes spécialisé dans raconter une histoire, j'ai besoin de raconter ma société, ma future campagne, mes futurs, je sais pas, mon produit qui va sortir pour automne-hiver, etc. J'ai besoin d'une idée très créative. Vous avez carte blanche, je veux 3 idées différentes. Bon, là, à ce moment-là, on scénarise à fond. Là, par contre, pour Réveillon, c'était différent. On avait déjà l'idée qui était apportée par la co-création entre Réveillon et Monet Associés. Et la contrainte, c'était racontez-nous l'histoire de la papillote. Donc, du coup, je me suis dit, ce serait marrant qu'on retourne vraiment filmer l'histoire, etc., etc. Donc là, pour le coup, Réveillon, c'est pas nous qui avons apporté l'idée. Vous êtes également spécialiste du court-métrage. Vous avez d'ailleurs une spécificité avec un court-métrage qui a été diffusé qui est diffusé actuellement sur Amazon. Vous pouvez nous en dire un mot de ce court-métrage? Qu'est-ce qu'il a de spécifique? Il est très personnel. Ça restera, j'espère avoir une super carrière et faire 2, 3, 15 longs métrages. Ça serait vraiment inouï, mais bon. Mais en tout cas, ça restera toujours mon premier court métrage. Donc c'est sûr qu'il y aura toujours un amour particulier pour ce film-là. Il est très personnel parce il y a beaucoup de névrose, d'angoisse, de crainte que j'ai mis dans le scénario, vraiment de ma vie. C'est-à-dire que le film est très dur, donc c'est quelque chose que je ne souhaite pas vivre. Du coup, on va dire que j'ai une sorte de catharsis. J'ai voulu le purger dans un scénar et de le filmer. Et puis, c'est vrai que de le savoir sur Prime Video, c'est quelque chose de grand parce que la plateforme est immense et d'être au milieu de ces chefs-d'œuvre de création, c'est assez inouï, surtout pour un court-métrage lyonnais. Donc, il a eu une belle vie en chaîne. Il a été d'abord acheté par le groupe Canal+. Il a fait une vie dans plein de chaînes. Il est allé en Europe de l'Est, il est allé en Afrique, il est allé aux États-Unis. Enfin, il a fait une belle vie. Et un jour, ma distributrice qui est en Italie m'a appelé en me disant Prime décide de l'acheter. Donc c'est quand même bien parce que je ne suis pas partisan des plateformes, très honnêtement, pour plein de raisons, parce que je suis vraiment un fervent défenseur du cinéma, mais force est de constater, c'est inévitable qu'il va falloir cohabiter énormément avec les plateformes. Les préachats, j'espère que les plateformes vont de plus en plus préacheter pour le cinéma. Mais en tout cas, j'étais quand même fier aussi pour tous les techniciens lyonnais qui ont bossé un film 100% lyonnais, ce film. Donc je trouve ça génial, quoi. Alors, c'est le Tournesol, hein, c'est ça? Non, à terre. Non. Ah, pardon, autant à pour moi. En plus, je crois savoir que c'est le premier court-métrage français qui est acheté par Amazon. Ouais, l'un des premiers, ouais. L'un des premiers, donc c'est plutôt... Mais je crois que c'est le premier, mais on m'a dit ça. C'est une super société parisienne qui est très connue, une production qui m'a dit « Ah, mais t'es le premier français ». Mais info à vérifier quand même. Info à vérifier. Mais m'a-t-on dit que c'était ça? Bon, alors, vous êtes spécialiste, en tout cas, adorateur de court-métrage. Et d'ailleurs, vous êtes l'organisateur du Festival international Filmoramax, qui se déroule cette année en septembre, Oui. je crois, à Lyon. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce festival? C'est un festival qui me tient très à cœur, qui grandit de plus en plus, on reçoit des messages tous les jours, enfin, des demandes d'accréditation alors que les accrèdes ne sont pas encore sorties. Enfin, ça devient une blague qui devient très sérieuse. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce festival? Il y a combien de films qui sont présentés? C'est international, donc ça arrive du monde entier. Ouais, du monde entier. Déjà, c'est un beau différenciant. Il y a quand même beaucoup de films internationaux. Il n'y a pas que des films français. Donc, on essaie de mettre les talents du monde entier à l'honneur. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour du cinéma, beaucoup de folie en même temps, parce qu'on fait la fête le soir. Beaucoup d'artistes qui viennent, beaucoup de producteurs et de distributeurs qui sont là. Donc, il y a un vrai marché en off qui savent faire. Après, avec la simplicité d'un festival et si demain tout doit s'arrêter, c'est pas grave, mais en tout cas, on s'attache à l'idée que ce festival commence à plaire à de plus en plus de monde et on connaît notre chance, on est humble face au travail et on a envie de le rendre encore beaucoup plus grand. Vraiment. Alors, le jury, il est composé comment? Des acteurs, des réalisateurs? Ouais, acteurs, réalisateurs, ouais, c'est ça, acteurs, réalisateurs, producteurs aussi. Mais je dirais le point commun, c'est que c'est un jury de long métrage. En fait, j'essaye de travailler Filmoramax comme si c'était un festival de long métrage en compétition. Mais pour le court, parce que je trouve que l'enjeu d'un festival de court métrage, c'est de révéler des talents. Et pour les révéler, il faut une fenêtre vraiment très belle, bien claire. Et il faut des gens du long, en fait, pour transformer les gens du court pour qu'ils deviennent les futurs cinéastes de long. Et pour ça, à mon avis, l'enjeu doit être de ramener beaucoup de gens du long métrage. Et pas amener une sorte de vase clos autour du court métrage. Ce serait pour moi une erreur. Et alors, vous avez combien de films qui sont présentés à Filmoramax?
Il y en a cette année, il y aura une quarantaine de films au total. 20 en compétition. La nouveauté, c'est qu'il y a une compétition étudiante cette année. Donc il y en aura 25 en compétition et il y en aura une quinzaine à peu près en hors compétition. Et il y aura un film d'ouverture. Voilà, ça fait Et 41. combien de prix sont décernés? Il y en a 6 ou 7, 7 cette année. D'accord. Donc, voilà. Et ça attire combien de visiteurs, de spectateurs? On espère cette année on espère de visiteurs on aimerait bien 5-6 000. 5-6 000. Vous Ouais. pouvez nous rappeler les dates de Filmora Max? C'est du 12 au 16 septembre 2023. Et pour 2023, vous avez déjà des choses à nous annoncer? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a quelque chose Ouais, de alors, spécifique pour cette édition? ouais, alors le jury, je peux pas trop en parler pour l'instant parce qu'il est en pleine construction et j'ai plein de oui, mais ça dépend des dates de tournage parce que quand on est acteur ou actrice ou producteur ou réalisateur, on privilégie d'abord les tournages, le travail plutôt que voilà, le festival, c'est bien normal. Mais la nouveauté, je dirais, c'est la compétition étudiante, ouais, qu'on n'avait pas là l'an dernier, ni à la création la première année, et qu'on va avoir là cette année. En tout cas, Arnaud Mison, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci de mettre à l'honneur ce qu'on fait. Une fois n'est pas coutume, j'ai donné deux sites internet. D'abord celui de la production, Lorbac, L-O-R-B-A-C, production au pluriel.com. Et puis Filmoramax avec un X.com. Comme ça, vous pourrez aller voir ce qui se passe, peut-être éventuellement vous préinscrire pour pouvoir participer à cet événement qui est assez important et qui effectivement prend ampleur chaque année. Si vous voulez prendre contact avec l'émission, vous m'envoyez un mail à dgp@lionmac.com. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.